Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie du cours sur les mouvements plans. Dans la première partie, nous avons vu le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur qui a été destiné à toutes les filières. Cette deuxième partie, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, est destiné donc aux élèves des filières SP et SM. Commençons donc par un rappel général sur les propriétés du champ magnétique que vous avez vu en première année bac. Alors, un champ magnétique peut être créé par un aimant ou par un fil parcouru par un courant électrique. Dans cette première figure ici, nous avons un aimant et on dispose une émaille de fer, c'est-à-dire une poudre de fer, des petits grains de fer, sur une surface tout autour donc de cet aimant-là. Ce qu'on observe, c'est que les grains de fer, ils s'alignent selon donc les lignes qu'on appelle les lignes de champ, donc comme vous voyez ici. Donc nous savons que les pôles opposés s'attirent et les pôles identiques se repoussent, et puisque certains grains de fer donc sont attachés au pôle nord et certains sont attachés au pôle sud, ça veut dire tout simplement que chaque petit morceau de fer ici agit comme un petit aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Ici par exemple, les petits grains ici, leur pôle sud, donc ils s'attachent au pôle nord. Et ici c'est le contraire. Donc les propriétés de l'espace autour de cet aimant-là ont été modifiées. On dit que l'aimant a créé un champ magnétique dans son voisinage. C'est le même principe avec un fil parcouru par un courant électrique. Il se comporte comme un aimant, c'est-à-dire qu'il crée un champ magnétique. Et donc ici, nous avons un fil électrique rectiligne parcouru par un courant I qui génère donc un champ magnétique circulaire autour de lui. Donc l'orientation et le sens du champ magnétique sont déterminés par la règle de la main droite que nous allons voir dans quelques instants. Maintenant, si je prends par exemple ce fil électrique rectiligne et je l'enroule donc de sorte donc à former une boucle, voici notre boucle ici. Donc ici, au centre de la boucle, le champ magnétique a une direction comme le montre donc ce schéma ici. Donc il est perpendiculaire à la boucle. Donc ici, le champ magnétique B est perpendiculaire à la boucle. Donc cette boucle ici, vue de face, ça veut dire s'il y a un observateur qui se place ici, donc il regarde le champ magnétique qui sort de cette boucle-là, qui se dirige vers lui, est représenté par ce symbole-là. D'accord? Donc un petit point donc dans un cercle. Ça, c'est un champ magnétique qui sort de l'écran. De l'autre côté, si nous avons un observateur qui se place ici, donc il regarde le champ magnétique qui donc se dirige à l'arrière. À ce moment-là, on représente ce champ magnétique qui se dirige vers l'écran par un croix, donc à l'intérieur d'un petit cercle, comme ça. Donc si on veut augmenter le champ magnétique dans cette boucle-là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute tout simplement plusieurs boucles alignées avec celle-ci, de sorte donc de former ce genre de boucles. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, l'ensemble des boucles à droite a un champ magnétique plus fort que celui de gauche. Pourquoi? Parce que ici nous avons plus de boucles par rapport à celui-là. Donc ici nous avons ce qu'on appelle des bobines. Donc lorsqu'on enroule plusieurs fois un fil électrique, on forme ce qu'on appelle une bobine. Donc voici un autre dispositif qui génère un champ magnétique. Imaginons que on enroule plusieurs boucles pour former une bobine comme celle-ci. Donc au lieu de dire boucle, on peut dire que ici que nous avons un fil avec plusieurs spires et un fil avec une série de spires est appelé un solénoïde. Et chaque spire dans un solénoïde contribue donc à la force du champ magnétique, de sorte que l'effet des spires, donc toutes les spires que vous voyez ici, donc leur effet va s'additionner maintenant. D'accord? Donc à nouveau on va voir un champ magnétique qui est perpendiculaire donc aux boucles ici, donc aux spires. D'accord? Donc un champ magnétique apparaît dès lors qu'une charge est en mouvement. Par charge, ça veut dire donc une particule qui porte une charge. Par exemple, la charge électrique de l'électron donc égale à moins E. Donc E, c'est la charge élémentaire que vous avez vu l'année dernière. Donc sa valeur est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc c'est la charge la plus petite qu'on peut avoir dans la nature.
Donc, lorsqu'on parle d'une particule chargée, on parle d'une particule tout simplement qui porte une charge électrique. D'accord? Donc, il s'écrit en fonction toujours de la charge élémentaire. La charge électrique, par exemple, de l'ion zinc, Zn2+, est plus 2E. La charge électrique du proton est plus 1, donc plus E. Donc, d'une manière générale, pour les cations, qui ont donc une charge positive, donc c'est plus Ne, avec N représente donc le nombre de charges. Et pour les anions qui ont une charge négative, donc c'est moins Ne avec N représente donc le nombre de charges. Puisque dans ce cours on va étudier donc le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique qui est uniforme, donc je vais vous rappeler donc c'est quoi uniforme. D'abord, donc, puisque le champ magnétique est un champ vectoriel, il possède les caractéristiques d'un vecteur, ça veut dire un sens, une direction, une intensité. Donc, un champ magnétique, on dit qu'un champ magnétique est uniforme si le vecteur champ magnétique B maintient à chaque point la même direction, le même sens et la même intensité. C'est-à-dire que les propriétés de ce vecteur-là, de ce vecteur champ magnétique, ne changent pas. Donc, dans l'espace, on dit que nous avons un champ magnétique uniforme. Un exemple qui est très connu, c'est les bobines de Helmholtz. Donc les bobines de Helmholtz sont donc un dispositif constitué de deux bobines que vous voyez ici. Donc deux bobines circulaires de même rayon. Elles sont parallèles l'une à l'autre et placées l'une en face de l'autre à une distance égale à leur rayon. D'accord? Le rayon donc de chaque bobine est égal donc à la distance qui les sépare. Donc en faisant circuler du courant électrique que vous voyez ici dans les six bobines, un champ magnétique est créé dans leur voisinage que vous voyez ici. Et ce champ magnétique ici, il a la particularité d'être uniforme au centre du dispositif, c'est-à-dire la même direction, même sens et même intensité. Décrivons maintenant c'est quoi la force magnétique ou ce qu'on appelle la force de Lorentz. Une particule chargée, ça veut dire une particule qui porte une charge électrique Q, animée d'une vitesse V, ça veut dire qu'il est en mouvement, dans un champ magnétique B, il subit une force magnétique F, appelée force de Lorentz. L'expression de cette force-là donc s'écrit en fonction de la charge, la vitesse et le champ magnétique. Donc nous avons ici un produit vectoriel entre la vitesse et le champ magnétique. La force, bien sûr, c'est toujours en newton. La vitesse est en mètres par seconde. Le champ magnétique, donc son unité, ce qu'on appelle le Tesla. Et la charge, donc il s'écrit en fonction de la charge élémentaire qui est donc en coulomb. Voyons voir donc de près c'est quoi exactement cette force-là. Imaginons que nous avons un champ magnétique uniforme plongeant dans l'écran, donc c'est-à-dire qu'il se dirige à l'arrière. Donc vous pouvez donc utiliser ce cube-là pour comprendre ça veut dire quoi. Donc on peut représenter ce champ magnétique qui se dirige vers l'écran par donc ce vecteur ici. D'accord? Donc on peut dire que ceci donc c'est un champ magnétique qui se plonge dans l'écran ou vers l'écran. Dans une région d'espace que je représente ici par cette région en gris. Dans ce champ, nous avons un électron, donc un proton. Prenons un proton donc ici, ce point bleu, c'est un proton. Et considérons que ce proton est en mouvement, ça veut dire donc qu'il a une vitesse. Supposons qu'il se déplace vers la droite. Prenons cet exemple ici, d'accord? Eh bien, ce proton en mouvement dans un champ magnétique va subir une force qui le pousse vers le haut. Ça veut dire donc en présence du champ magnétique, il y a une force qui donc cause le changement de direction du proton vers le haut. Et cette force-là, c'est la force F. Donc c'est la force de Lorentz. Donc cette force-là, elle est perpendiculaire à la vitesse, vecteur vitesse, et elle est aussi donc perpendiculaire au champ magnétique. Donc je peux la représenter ici. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc il est perpendiculaire au champ magnétique. Il y a donc ici un angle droit. Et il est perpendiculaire donc au vecteur vitesse ici. D'ailleurs, si l'électron se déplace vers le haut, donc l'exemple que vous voyez ici, dans ce même champ magnétique, alors il subirait une force vers la gauche. D'accord? Et s'il allait donc vers la gauche, comme dans cet exemple-là,
il subirait une force vers le bas, donc la force magnétique ou la force de Lorentz est vers le bas. Et s'il allait donc vers le bas, il subirait une force vers la droite. D'accord? Bien sûr, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, donc la trajectoire de déviation, ça doit être quelque chose comme ça, ici. Donc il est tangente à la trajectoire, donc ici ça doit être comme ça, et ici donc ça doit être comme ça. Donc par expérience, on constate que cette force, la force F, que le proton subit, est d'une intensité qui est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique. Il est aussi donc directement, ça c'est par expérience, il est aussi directement proportionnel donc à la vitesse V, et il est aussi proportionnel à la charge qui se déplace, donc à la charge électrique du proton dans ce cas, donc Q. C'est pour cela donc nous avons cette expression que vous voyez ici. Donc il est proportionnel à la charge, la vitesse et le champ magnétique. Passons maintenant pour décrire les caractéristiques de cette force magnétique, la force de Lorentz. Donc puisque nous sommes en train d'étudier une particule chargée, donc le point d'application c'est la particule chargée, qu'on suppose qu'elle est ponctuelle, donc elle est très très petite. Donc la direction de la force magnétique, donc elle est perpendiculaire au plan défini par le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique, comme nous l'avons vu dans cet exemple. Donc B et V ne sont pas forcément perpendiculaires. Pour F, il est toujours perpendiculaire aux deux, donc à ces deux vecteurs-là, B et V. Pour le sens, il est défini par le trièdre direct QV, B et F, et on le détermine en utilisant donc la règle des trois doigts de la main droite, ou la règle de la main droite, ou encore la règle du bonhomme d'Ampère. Donc c'est quoi la différence entre la règle des trois doigts de la main droite et la main droite? Donc pour la première, pour la règle donc, des trois doigts, le pouce que vous voyez ici, donc il enregistre la direction du mouvement des particules chargées positivement, c'est-à-dire la direction QV, la vitesse, donc de la particule chargée positivement. Tandis que l'index, ici, donc il décrit la direction du champ magnétique B, et donc le majeur que vous voyez ici, il décrit le produit vectoriel entre QV et B, qui est donc tout simplement la force magnétique ou la force de Lorentz. Pour la règle de la main droite, pour une particule chargée positivement, donc la main droite doit être orientée de manière à ce que les doigts donc suivent le sens de déplacement de la particule. Ça veut dire donc QV. Le sens de déplacement, c'est donc la vitesse de la particule. Et la paume que vous voyez ici, donc la paume soit tournée dans le sens de B. Ça veut dire que B doit sortir de la paume et se dirige vers vous. D'accord? Le pouce écarté ici de la main droite dans le sens de la force magnétique, de la force de Lorentz. Donc pour une particule chargée négativement, on peut utiliser la main gauche. Donc je vous déconseille d'utiliser la main gauche. Au lieu, donc il faut toujours utiliser la main droite. Mais donc pour une particule chargée négativement, il faut toujours inverser le sens de la force trouvée avec la règle de la main droite. Ça veut dire donc si j'utilise par exemple la règle de la main droite pour une particule chargée négativement, et je trouve finalement que donc la force magnétique se dirige, le sens de la force magnétique est vers la droite, donc pour une particule chargée négativement, il faut dire donc que c'est le contraire, donc au lieu d'utiliser la main gauche. Donc pour comprendre mieux la règle des trois doigts par exemple de la main droite, voyons voir un exemple avec des particules qui sont chargées positivement et des particules qui sont chargées négativement, et pour des champs magnétiques qui sont donc qui se dirigent vers l'écran et donc qui sortent de l'écran. Pour comprendre la règle des trois doigts de la main droite, prenons un exemple où nous avons un électron qui se déplace dans un champ magnétique orienté vers l'écran. Donc voici le symbole pour un champ magnétique qui est orienté vers l'écran avec une vitesse V. Ce qu'on cherche ici, c'est de déterminer le sens de la force de Lorentz, la force magnétique, pour les 4 cas montrés donc sur le schéma. Ça veut dire un électron qui se déplace dans toutes les directions, à droite, à gauche, vers le haut et vers le bas. Donc vous savez que l'électron a une charge électrique négative, donc Q est inférieur à 0. Ça veut dire que QV donc, et V ont des sens opposés.
Donc, puisque donc la règle des 3 doigts de la main droite, le QV est suivant le pouce. Donc ici, par exemple, pour ce cas-là, donc QV serait donc dans cette direction opposée donc de V. Pour l'électron, ça, c'est pour l'électron, pour une particule qui a une charge négative d'une manière générale. Donc maintenant, on veut chercher donc la force de Lorentz. C'est-à-dire comment il faut positionner la main droite donc pour trouver la force de Lorentz. Donc voici comment il faut positionner donc, la main droite pour pouvoir utiliser la règle des 3 doigts. Comme j'ai dit, QV donc, est toujours dans le sens opposé par rapport à V parce que l'électron a une charge électrique négative. Donc par exemple pour ce cas où l'électron se déplace donc à droite, donc voici QV, donc suivant le pouce. Et le champ magnétique donc est toujours suivant l'index. Donc voici l'index. Et donc la force magnétique ou la force de Lorentz est suivant donc le majeur. Donc c'est la même chose avec les autres. Donc QV est toujours suivant le pouce. D'accord? Donc je vous montre ici donc, la position, comment il faut positionner votre main pour pouvoir trouver le sens de F d'une manière simple. Donc le champ magnétique est toujours suivant l'index. Donc voici l'index. Donc voici l'index ici. Et donc le champ, ou disons la force de Lorentz est suivant le majeur. Donc vous voyez ici, ici c'est juste une explication. Donc la réponse est ici. Donc c'est pas la peine de dessiner QV. Donc c'est juste pour comprendre, c'est juste pour savoir utiliser la règle des 3 doigts de la main droite. Donc voici ici F. Et donc suivant le majeur toujours. D'accord? Donc supposons maintenant que j'ai un proton au lieu d'un électron. On sait que le proton a une charge électrique positive. Donc QV et V dans ce cas ont donc le même sens. Donc on cherche la force, donc le sens de la force de Lorentz dans le cas du proton maintenant. Donc pour QV, on n'a pas besoin donc de tracer V et QV parce qu'ils ont le même sens. Et donc voici comment il faut positionner la main droite pour pouvoir utiliser la règle des 3 doigts de la main droite. Donc, comme on a dit, donc QV et V, donc ils ont le même sens. Donc, QV toujours suivant donc le pouce. Le champ magnétique est toujours suivant l'index. Donc, voici l'index. Et la force de Lorentz est suivant donc le majeur. Donc la même chose avec les autres cas. Donc ici, il faut savoir que ce cas-là, il est différent de l'électron. Parce que donc ici, vous voyez que l'électron, le proton, pardon, donc il se déplace vers la droite. Et la force ici, donc il se déplace vers la droite. Vous voyez que la force de Lorentz est vers le bas. Mais pour le proton, ici, la force de Lorentz est vers le haut. Donc ce n'est pas le cas. Donc il faut savoir comment utiliser la règle des 3 doigts de la main droite. Ici, donc j'ai donné tous les cas possibles que vous pouvez trouver dans un exercice et je vais donner donc dans les pages suivantes les cas pour un champ magnétique qui sort de l'écran et non pas donc orienté vers l'écran. Donc la même chose pour les autres cas. Donc supposons maintenant que j'ai un électron mais donc le champ magnétique est orienté donc à l'avant, ça veut dire il sort de l'écran. Donc voilà, ici nous avons un électron qui se déplace dans un champ magnétique qui sort de l'écran. Voici le symbole pour un champ magnétique qui sort de l'écran, donc la vitesse avec une vitesse V. Donc prenons le premier cas ici, nous avons donc un électron qui se déplace à droite, et donc QV, il a le sens opposé parce que Q est négatif. Donc on a dit que QV est suivant toujours donc le pouce, voici QV. Et le champ magnétique, il sort de l'écran, donc il est clair ici. Voici l'index qui pointe vers l'écran. Et donc, ce qui nous reste, c'est la force de Lorentz qui est donc suivant le majeur et donc il pointe vers le haut. D'accord? Bien sûr, la force de Lorentz ici, elle est claire et donc il est perpendiculaire à QV et B. Donc, c'est la même chose avec les autres sens de déplacement. Donc, QV est toujours donc suivant le pouce. Le champ magnétique est toujours
donc suivant l'index, donc il sort de l'écran. Et donc pour la force de Lorentz, la force magnétique, donc il est suivant le majeur, donc ici vous le voyez ici à droite, donc ici là à gauche, vous voyez, et ici donc il est en bas, d'accord, vous voyez donc le majeur il est en bas. Donc voilà les 4 cas pour donc une particule qui a une charge négative, donc dans un champ magnétique qui sort de l'écran. Maintenant, si j'ai une particule positive, donc par exemple un proton, dans un champ magnétique qui sort de l'écran. Donc à ce moment-là, voici comment il faut positionner votre main pour pouvoir utiliser la règle des 3 doigts de la main droite. Donc QV et V dans le cas du proton, donc c'est le même sens. Donc ici, donc il se pointe toujours vers, donc en suivant le pouce. Le champ magnétique est toujours ici, donc sort de l'écran, donc il est suivant l'index, donc c'est ça. Et donc la force de Lorentz de la force magnétique est suivant donc le majeur, donc ici à droite. Ici donc c'est à gauche. Ici donc il pointe vers le bas. Et ici donc vers le haut. Donc c'est ce que j'ai montré donc sur la figure ici. Donc voilà, je crois que j'ai couvert tous les cas possibles de l'orientation de la force de Lorentz. Bien sûr, donc si on vous donne le sens de la force de Lorentz et le sens de la vitesse, on peut déterminer est-ce que donc le champ magnétique se dirige donc vers l'écran et il sort de l'écran. Pour l'intensité de la force de Lorentz, donc il est par définition donné par cette expression. Donc c'est la valeur absolue de la charge de la particule fois la norme de V fois la norme de B, donc du champ magnétique, fois le sinus de l'angle que fait donc le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique. Donc on sait que l'intensité des forces est toujours positive. Donc ici on a mis les valeurs absolues parce que Q il peut être négatif pour une particule qui est chargée négativement par exemple, et on peut avoir aussi donc un angle, donc un sinus qui est négatif. Donc on a ici la valeur absolue pour avoir donc à la fin une valeur qui est positive. Donc j'utilise souvent ce cube là pour vous aider à comprendre, à voir donc où est les angles droits. Donc on sait que la force de Lorentz est perpendiculaire à QV, donc nous avons ici un angle droit, et il est perpendiculaire aussi donc au vecteur champ magnétique, donc on a ici un angle droit, d'accord. Donc je peux noter l'angle que fait V avec B par alpha, donc c'est cet angle là. Donc voici donc une autre expression pour la force de Lorentz. Donc l'intensité de la force de Lorentz c'est QVB fois sinus alpha. Donc voyons voir maintenant quelques remarques sur des situations que vous pouvez rencontrer dans les exercices. Donc si le vecteur vitesse est perpendiculaire au champ magnétique, donc comme vous voyez ici sur la figure, ça veut dire que l'angle entre donc VB c'est l'angle droit, donc sinus alpha égale à sinus de 90 degrés égale à 1. Donc dans ce cas nous avons donc la force magnétique, l'expression de la force magnétique est donnée donc par cette expression là qui est simple, donc la valeur absolue de la charge de la particule fois la norme de V fois la norme de B, et on dit que la force dans ce cas est maximale. Et c'est le cas qu'on va voir souvent donc dans ce cours et dans les exercices. Si le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique sont parallèles, ça veut dire que l'angle entre eux c'est 0, et donc dans ce cas la force de Lorentz est nulle. Donc on a l'absence de la force magnétique ou la force de Lorentz. D'accord? Ça veut dire que donc ici ça veut dire aussi que V et B ils sont collinéaires, et donc on n'a pas de force magnétique dans ce cas. Si donc la vitesse de la particule est nulle, ça veut dire que la particule ne se déplace pas dans le champ magnétique, il est au repos. Et dans ce cas, donc, on dit que le champ magnétique n'affecte pas une particule qui est au repos. Donc, les deux dernières remarques ici, on les a déjà vues. Donc si vous avez une particule qui a une charge négative, donc ça veut dire que QV et V ont des sens opposés. Et si le champ magnétique, donc lorsque le champ magnétique est perpendiculaire au plan, donc voici les deux symboles qu'on utilise pour décrire s'il est dirigé vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire vers l'écran ou qui sort de l'écran. Maintenant, on passe à l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et la détermination de la déviation ou la déflexion magnétique provoquée par ce champ magnétique, qui est donc la partie la plus importante de ce cours-là. Nous avons dit dans la première partie qu'un champ magnétique est uniforme si le vecteur champ magnétique B garde les mêmes caractéristiques en tout point de l'espace.
Considérons donc une région aurait un champ magnétique P, donc la région ici en gris, comme donc montré sur cette figure, et considérons un électron qui se déplace dans ce champ magnétique avec une vitesse donc V0. Donc ça c'est un électron. Selon la trajectoire montrée ici, donc sur cette figure, la force magnétique est orientée vers le bas. Donc d'après le sens de la force, l'électron va se dévier donc vers le bas. Et donc, selon la règle des 3 doigts de la main droite, le champ magnétique est orienté vers l'arrière. D'accord? N'oubliez pas que QV est orienté dans la direction opposée de V, car l'électron a une charge électrique négative. Donc, on a vu cette situation. Donc ici, donc nous avons un électron qui se déplace donc à droite. La force magnétique ou la force de Lorentz est dirigée vers le bas. Et donc, dans ce cas, le champ magnétique est orienté vers l'écran, c'est-à-dire vers l'arrière. Donc, la première partie de cette étude théorique est de déterminer le vecteur accélération de l'électron en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, comme d'habitude, premièrement, on définit le système étudié, qui est donc la particule chargée en général. Dans ce cas, c'est l'électron. Deuxièmement, donc le bilan des forces, l'électron est soumis à la force magnétique ou la force de Lorentz, F. Donc ici, on néglige le poids devant F. Donc lorsque donc, une particule chargée se déplace dans un champ magnétique, sa valeur, son poids est négligeable devant la force magnétique, devant la force de Lorentz. Et donc on sait que le poids s'écrit en fonction de la masse fois le vecteur champ de pesanteur, puisque ici nous avons des particules qui sont élémentaires, donc l'électron ici, donc il a une masse qui est très 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 faible, et donc le poids il a une valeur très très faible par rapport à la force de Lorentz. Le repère ici, donc c'est le repère ROIJK, qui est lié au référentiel terrestre supposé galiléen. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération, donc la seule force, c'est la force de Lorentz, F, est égale donc à la masse fois le vecteur accélération. Nous avons déjà établi l'expression donc de la force magnétique, donc c'est Q, le vecteur vitesse vectoriel, donc le vecteur champ magnétique, d'accord, est égal donc à la masse fois l'accélération. Donc on divise par la masse, on obtient finalement l'expression du vecteur accélération qui est égale à donc Q, donc la charge de l'électron sur M, V vectoriel V. Donc c'est l'expression du vecteur accélération. Alors d'après cette expression, le vecteur accélération, comme vous voyez, donc il est proportionnel au produit vectoriel entre le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique P. Autrement dit, le vecteur accélération, et donc par définition du produit vectoriel, est à la fois perpendiculaire au vecteur vitesse et donc le vecteur champ magnétique. Comme dans le cas donc de la force de Lorentz, nous avons dit que F donc il est perpendiculaire à V et à B. Donc toujours d'une manière générale, si vous avez un vecteur qui est égal à donc le produit vectoriel de deux autres vecteurs, donc A est par définition du produit vectoriel, donc il est perpendiculaire à B et il est perpendiculaire à C. D'accord? Donc la même chose dans ce cas. Donc ici le vecteur accélération, donc il est perpendiculaire au vecteur vitesse et il est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. On va utiliser cette propriété pour déterminer la nature du mouvement dans le champ magnétique que vous voyez ici. Donc puisque le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur champ magnétique, il est perpendiculaire aussi au vecteur unitaire K du repère cartésien. Donc les vecteurs unitaires I, J et K sont portés par les axes OX, OY et OZ. Et puisque le vecteur K ici il est dirigé vers donc l'arrière comme le champ magnétique,
Donc il est porté par l'axe OZ qui est donc aussi dirigé vers l'arrière. Donc la composante AZ du vecteur accélération, elle est perpendiculaire donc à l'axe OZ et donc elle est égale à 0. Or on sait que donc l'accélération c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, donc est égale à 0. Et puisque donc la vitesse initiale elle est aussi perpendiculaire à OZ, donc Vz est égal à V0z qui est la vitesse initiale au point O, d'accord? La vitesse de l'électron au point O. Et bien sûr, donc au point O, l'électron est sans vitesse, donc V0z égale à 0, et donc Vz égale à 0, d'accord? Puisque Vz, donc c'est la dérivée de la position par rapport au temps, qui est égale à 0, donc on va intégrer, on cherche les primitives. Donc Z est égal à une constante qui est Z0. Z0 c'est quoi? C'est la position initiale de l'électron. Donc lorsque l'électron se trouve ici au point O, bien sûr on sait que la particule qui se trouve initialement à l'origine du repère, donc l'origine du repère, il a les coordonnées qui sont nulles. Donc Z0 égale à 0. Et donc finalement, on trouve que Z est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déduit de ça que le mouvement s'effectue dans le plan OXY, car Z est tout le temps nul. Et donc nous avons un mouvement plan. Donc Z égale à 0, ça veut dire que nous avons une particule qui se déplace dans l'axe OXY. Donc dans le repère OXY plutôt. Et donc nous avons un mouvement plan. Donc maintenant, on va déterminer la nature du mouvement. Dans cette partie, donc, on vous demande toujours de montrer que le mouvement de la particule, de l'électron, donc qui se déplace dans le champ magnétique, est circulaire. Pour ce faire, on va utiliser le repère de Freinet que nous avons vu dans le cours sur les lois de Newton. Donc c'est un repère qui nous aide à étudier facilement les mouvements circulaires ou curvilignes d'une manière générale. Donc rappelons brièvement l'essentiel de ce repère-là. Nous avons dit que c'est un repère local. Donc il est constitué de deux vecteurs unitaires, U et N, et donc avec M ici, c'est l'origine du repère. Donc on dit que le repère est un repère local, ça veut dire tout simplement que ce point M ici, l'origine, n'est pas fixe, donc il se déplace, il est toujours confondu avec l'objet étudié, dans ce cas c'est l'électron. Donc si l'électron se trouve ici, donc le point M se retrouve ici. Donc si l'électron se retrouve ici, le point M, donc il se déplace avec la particule, avec l'objet étudié. Donc c'est un repère mobile. Pour donc le vecteur accélération, son expression est donnée par cette équation ici. Donc AT U plus AN N, le vecteur N. Donc AT ici, c'est la composante tangentielle. Et donc son expression est donnée par la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc si la composante tangentielle, ça veut dire qu'elle est tangente à la trajectoire donc à la trajectoire comme vous voyez ici. Donc voici U qui est le vecteur unitaire associé donc à AT. Donc pour n, donc c'est la composante normale, son expression est égale à v carré sur ρ, avec ρ c'est le rayon de courbure de la trajectoire. Donc il est toujours perpendiculaire donc à u et dirigé donc à l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Donc si la trajectoire est circulaire, ρ est constant. Ça veut dire donc qu'il est égal donc au rayon du cercle. Ça veut dire si ρ est constante, nous avons un cercle. Donc ici le vecteur U, donc il a donc le même sens que le sens du mouvement. Ça veut dire que le vecteur vitesse ici, donc puisqu'il est tangent aussi à la trajectoire, V et U, ils sont collinéaires, ils se trouvent donc sur la même ligne. Donc pour montrer que la trajectoire de l'électron dans le champ magnétique est circulaire, il suffit de montrer que ρ est constante, ça veut dire qu'il s'agit d'un rayon d'un cercle. Pour déterminer la nature du mouvement, on va déterminer l'accélération dans le repère de Freinet. Donc vous voyez ici l'électron, il se trouve ici. Donc j'ai déjà tracé les vecteurs unitaires associés donc au repère de Freinet, U et N. Donc ils sont perpendiculaires. Nous avons ici le vecteur vitesse et la force de Lorentz et donc les composantes du vecteur accélération AT et AN. Donc d'après la deuxième loi de Newton, nous avons dit que la seule force qui agit sur l'électron, c'est la force de Lorentz, donc F est égal à NA, et donc on va remplacer A par son expression dans le repère de Freinet, donc c'est ATU plus AN, donc suivant le vecteur normal.
En projetant donc cette relation sur la tangentielle, sur donc l'axe donc qui est porté par le vecteur unitaire U. Donc puisque la force de Lorentz est perpendiculaire donc à U, donc sa projection sur la tangentielle est 0. Donc nous avons 0 est égal à m. Et donc la composante du vecteur accélération suivant U, donc c'est tout simplement AT. Et donc on trouve que AT égale à 0. Et puisque donc nous avons dit que l'expression de AT donc c'est d de v sur dt, nous avons AT est égal à d de v sur dt, donc est égal à 0. Donc la vitesse est une constante. Donc, on déduit que la vitesse, donc le mouvement est uniforme suivant donc l'axe, suivant la tangentielle. Donc on déduit que le mouvement est uniforme. Donc maintenant on va projeter sur la normale, donc suivant le vecteur unitaire n. Donc pour la force de Lorentz, elle a donc la même direction et le même sens que le vecteur n, donc sa valeur c'est f. Pour l'accélération, le vecteur accélération, donc il est suivant. Donc nous avons suivant n, le vecteur an. Donc c'est m an est égal, donc je vais remplacer an par sa valeur. Donc c'est quoi la valeur de an? Nous avons dit que c'est v carré sur ρ. D'accord? Donc c'est v carré sur ρ. Donc à partir de cette équation, je vais isoler ρ. Donc on va chercher l'expression de ρ. Donc ρ c'est quoi? Donc c'est m v carré f sur f. D'accord? Or nous avons déjà l'expression de f. Donc c'était quoi? C'était donc la valeur absolue de la charge fois donc la norme de v fois la norme de b. Donc ça c'est l'intensité de f. Donc à partir de ceci, ρ c'est quoi? Donc c'est m v carré. Donc je vais remplacer f par sa valeur. Donc c'est q v b. Donc je vais simplifier par v. On trouve finalement que ρ est égal à m donc fois v sur q fois b. Voici l'expression de ρ. Donc puisque m et v, donc la vitesse et la charge, et donc la valeur du champ magnétique sont des constantes, ρ est une constante et donc la trajectoire est circulaire, donc le mouvement est circulaire. Donc on a montré que ρ est une constante, ça veut dire donc il s'agit donc du rayon d'un cercle et donc la trajectoire est circulaire, le mouvement est circulaire. Puisque le mouvement est circulaire uniforme, il se produit pendant la même période. Et par définition, nous savons que la période t du mouvement, c'est la durée nécessaire pour que l'électron effectue un tour complet, 2p radians. Donc ainsi, la vitesse qui est par définition la distance parcourue en fonction du temps, peut être donc exprimée dans le cas d'une trajectoire circulaire de la manière suivante. Donc d c'est 2pi r, donc c'est le périmètre du cercle divisé par donc la période t. Donc comme j'ai dit, donc d égale à 2pi r, c'est le périmètre du cercle. Et maintenant on va remplacer r par son expression ici que nous avons trouvé dans le cas donc du mouvement circulaire uniforme. Donc on trouve que t, la période, donc voici l'expression de la période pour le mouvement circulaire uniforme. Et on sait que par définition, donc la fréquence c'est quoi? C'est l'inverse de la période. Donc à partir de ceci, on peut écrire l'expression de la fréquence. Donc voici l'expression de la fréquence pour une particule en mouvement dans un champ magnétique. Bien sûr, donc l'unité de la période c'est la seconde et l'unité de la fréquence c'est le hertz. Dans la dernière partie du cours, on va étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique et la déviation provoquée par ce champ.
Donc supposons que nous avons un électron qui pénètre en point O ici dans une région de largeur L où règne un champ magnétique. En absence du champ magnétique, s'il n'y avait pas donc cette zone gris, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de champ magnétique, l'électron va continuer son chemin suivant donc la droite ici O'. Et donc le O' ici, c'est le point où l'électron rencontre un écran placé en face de lui. Cependant, en présence de champ magnétique, bien sûr, donc l'électron va suivre une trajectoire circulaire de rayon R que nous venons juste de calculer. Il va sortir donc de ce point S ici, à l'extérieur du champ magnétique. Après ce point S, donc il n'y a pas de champ magnétique. Et donc, on peut négliger ici le poids de l'électron. Pourquoi? Parce que sa masse est très faible. Et entre le point de sortie S et le point P ici de l'écran, c'est donc le chemin qui va suivre l'électron à l'extérieur du champ magnétique. Dans ce cas, on peut dire que l'électron est isolé entre le point S et le point P. Alors, la trajectoire entre ces deux points serait une trajectoire rectiligne et le mouvement, bien sûr, est rectiligne uniforme d'après la première loi de Newton. Donc, la somme des forces extérieures égale à 0 et donc la vitesse est constante. Donc, ça, c'est la première loi de Newton. Donc, la trajectoire entre S et P est une trajectoire rectiligne et le mouvement donc est rectiligne uniforme. Ensuite, puisque l'électron s'est dévié, donc l'électron s'est dévié à cause du champ magnétique, on définit la déflexion ou la déviation magnétique comme la distance entre donc, le point O' et le point P sur l'écran. Donc si ce paramètre ici, dm, c'est la distance entre O' et P. Donc c'est ce qu'on appelle la déviation magnétique ou la déflexion magnétique. Donc pour chercher cette distance dm, on va utiliser deux triangles donc de cette figure ici. Donc le premier triangle c'est O', I, P. Donc puisqu'on cherche dm, c'est le côté opposé donc de l'angle alpha ici. Donc c'est le côté opposé. Tandis que O'I ici, donc c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Donc on peut utiliser la fonction tangente. Donc tangente alpha, donc c'est le côté opposé qui est dm, divisé par donc le côté adjacent qui est O'I. Or donc O'I c'est quoi? O'I c'est cette distance là qui est L moins OI. D'accord? C'est L moins OI. Donc pour alpha très petit, donc il ne faut pas donc oublier que ce genre de phénomène, donc il se passe donc à des échelles qui sont très très petites. Donc alpha peut être très 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 faible. Et donc dans ce cas, OI est très négligeable devant L. Donc ça veut dire que la zone où le champ magnétique règne, donc OI ici, est très très petite par rapport donc à la distance L ici. Et ça veut dire donc qu'on peut négliger OI devant L. Finalement, donc on écrit que tangente alpha, c'est quoi? Donc c'est tout simplement dm sur L. Maintenant, passons au deuxième triangle. Donc ce triangle-là, S, S' et C. Donc, dans ce triangle, on peut utiliser donc le sinus donc de alpha. Pourquoi? Parce que donc cette distance S et S', qui est donc la largeur ici L de la zone où le champ magnétique règne, donc le sinus de alpha, donc le côté opposé, sinus alpha, donc c'est S' sur donc l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est quoi? C'est tout simplement le rayon donc du cercle, de la trajectoire circulaire. Donc c'est R ici.
Donc SS', comme j'ai dit, donc c'est la largeur L sur R. Donc comme j'ai dit, alpha il peut être très petit, donc c'est un résultat qui est connu expérimentalement pour les appareils utilisant la déviation magnétique. Donc alpha est très petit, de telle façon à considérer tangente alpha est égal à donc sinus alpha. Pourquoi? Donc parce que tout simplement lorsque donc alpha est très petit, cosinus alpha est égal à 1, étant vers 1. D'accord? Donc à partir de ceci, on peut dire que dm sur L, qui est tangente alpha, est égal donc à L sur R, qui est sinus alpha. Donc on peut déduire donc de cette équation l'expression de la déflexion magnétique ou la déviation magnétique. Donc dm, c'est grand L sur L, donc fois L sur grand R. Or, nous avons déjà l'expression du grand R. Donc on va le remplacer dans l'expression de dm. Donc nous avons L fois L sur R, donc qui est mv, donc fois la valeur absolue de la charge fois l'intensité du champ magnétique. Donc voici l'expression finale donc de la déflexion magnétique ou la déviation magnétique. Donc c'est la valeur absolue de la charge de la particule considérée fois donc la largeur donc de la zone qui est donc de la zone où règne le champ magnétique fois grand L, donc qui est donc la distance entre le début de la zone où règne le champ magnétique et l'écran donc en face, sur donc la masse de la particule fois donc la vitesse. Donc sur mv fois donc l'intensité du champ magnétique. Donc voici l'expression finale de la déviation ou la déflexion magnétique. Salam alaikum wa rahmatullah.